Euh, Notre président Robert Tollet devait introduire la conférence, mais il y a eu un empêchement et je vous prie donc de bien vouloir l'excuser. Mais pour présenter Philippe, je vais laisser la parole à ma collègue Nathalie Deremaker, qui a eu l'honneur d'être son étudiante et qui le connaît encore mieux que nous le connaissons, nous, membres de la commission, enfin, personnel et membres de la commission royale. Donc Nathalie, je te laisse la parole. Merci, même si j'ai pris un copion pour me souvenir de tous les mandats de Philippe. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Bragard aujourd'hui, qui est professeur émérite d'histoire de l'architecture et de l'urbanisme à l'Université catholique de Louvain, où il a enseigné de 99 à 2023. Et il est aussi membre associé de l'IRIS Université de Lille, expert ICOMOS pour le patrimoine mondial et membre votant du comité scientifique ICOFOR, expert pour le conseil scientifique du réseau des châteaux Sentinelle de Carcassonne, membre de la Commission royale des monuments, sites et fouilles ici à la section des monuments depuis 2008, président de l'Association des Amis de la Citadelle de Namur et administrateur de la Fondation Vanderburg à Écosine. Ses recherches portent sur l'histoire de la fortification, des ingénieurs, de l'artillerie et de l'urbanisme, sur la cartographie et la topographie ancienne, sur la conservation du patrimoine, ainsi que sur l'histoire militaire namuroise. Il a énormément publié, mais parmi les publications, on peut peut-être citer celle de 2021, Vauban, Sébastien Leprest, en 2021, ou peut-être qui nous intéresse plus aujourd'hui, Que faire des châteaux et des forteresses en ruine, réflexion autour de l'authenticité, une publication de 2021 déjà. En 2021, toujours dans les questions de patrimoine et d'authenticité, un article sur le pont des Trous à Tournai, quel patrimoine? Point d'interrogation. Les affaires militaires dans les provinces wallonnes des Pays-Bas de Philippe II, ingénierie et fortification entre Bruxelles et Besançon, échange de pratiques et de gestion, les lignes directrices de l'ICOMOS sur les fortifications et patrimoine militaire, et encore bien d'autres. Mais donc, vous verrez que nous avons pris l'expert de la question pour vous parler aujourd'hui des ruines, ou plutôt des châteaux en ruines, puisque à la commission, récemment, on a eu quand même plusieurs dossiers qui portaient sur cette question, et ça nous semblait donc pertinent d'aborder cette thématique. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Je vais juste lancer le partage pour les personnes en ligne. Hop. Voilà. Merci pour cette présentation. Merci pour m'avoir permis de vous parler de choses démolies, de choses en ruine. Non, oui, non. Ah non, c'est bien, c'est normal. Oui, mais à l'écran, il y a quelque chose qui apparaît qu'il devrait. Ah, le petit machin. Voilà. Et donc, si je reviens là-dessus, alors. Voilà, on y arrive. Merci. Voilà, donc je suis très heureux de vous parler de choses détruites, de choses en ruine, qui nous préoccupent effectivement pas mal depuis quelque temps à la Commission, mais aussi ailleurs. On va y arriver. Oui, oui. Ça marche comme ça, Carole? Non. Ça fonctionne bien en salle, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, je suis obligée de te mettre en. Voilà, comme ça. Ça va. Ça va? Oui, oui, oui. Pour moi, ça va. Ça fonctionne. Okay, parfait. Donc, c'est une question à laquelle je me suis intéressé depuis quelques années déjà. Au départ, simplement d'être un historien de la fortification et de ce qui tourne autour de la fortification. Il y a un certain nombre d'ouvrages d'architecture fortifiée un peu partout dans le monde qu'on ne voit plus qu'en ruine, donc ayant perdu une partie de leur intégrité. Et puis, au fur et à mesure des missions que j'ai pu faire pour l'ICOMOS dans le cadre d'évaluation du patrimoine mondial et aussi à la Commission des monuments et sites dans le cadre d'interventions sur des châteaux en ruine, mais la question s'est posée de savoir comment il fallait intervenir, d'autant j'ai eu la chance de voir des choses parfois tout à fait extraordinaires et surprenantes à nos yeux d'Européens et parfois tout à fait bizarroïdes, que ce soit à nos yeux d'Européens ou de non-Européens. La question se pose évidemment de ce qu'est la ruine. Alors je ne vais pas commencer là-dessus parce que on pourrait en dire des tas de choses.
la question de la ruine chez les historiens d'art et les gens qui s'occupent de patrimoine, c'est quelque chose qui est très investigué depuis 10-15 ans. Il y a des publications, il y a des expositions, et il y a une dernière exposition qui s'est ouverte à Lyon, enfin plutôt qui s'est fermée à Lyon il y a quelques semaines, sur la question de la ruine, où on parle de vision des ruines, de représentation des ruines, d'écriture, de littérature sur la ruine, de philosophie de la ruine en quelque sorte, de façon interconnectée. Alors ça pose la question des principes et de la philosophie de la conservation, mais de la restauration et bien entendu de l'authenticité et notamment de l'authenticité matérielle, mais aussi de l'authenticité qu'on pourrait qualifier d'immatérielle, pour ne pas dire spirituelle ou de charge. Il faut être, je me focalise sur les châteaux et les forteresses un petit peu. Il y en a des milliers et des milliers partout dans le monde, de toutes les époques. Il y a des problèmes sérieux qui se posent et je vais vous montrer un certain nombre d'exemples de restauration, de consolidation, d'aménagement, d'inclusion moderne, d'accessibilité au PMR. C'est aussi une grande question qui se pose. D'élimination et de choix sélectifs. Qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on se dit non, ça on va enlever pour éventuellement retrouver un état pristin ou qu'on imagine être pristin. Et il y a aussi toutes les influences qu'on peut avoir de Disneyland, de Game of Thrones, de ce grand mouvement pour les châteaux forts, mouvement de la fantasy. Alors la ruine, elle est très présente dans notre monde occidental et en particulier en Europe, avec une vision et une représentation de la ruine qui montre dès le XVIIe siècle, avec le petit dessin de Gillis Nates du château de Vaux-les-Tournai, un certain attrait pour ce côté un peu poétique, qui fait rêver, exotique aussi. L'exotisme a bon marché et ce qui est évidemment somptueux, je trouve, ce sont tous les dessins de Victor Hugo, tous ceux qu'il a effectués lors de ses voyages sur le Rhin, sur la Meuse, où il a fantasmé et en quelque sorte mythifié les ruines de châteaux. Alors, littérature, il y a énormément de choses. Je vous présente quelques couvertures vite fait. En bas à droite, à gauche, pardon, c'est le dernier catalogue de l'exposition, Forme de la ruine, qui travaille vraiment tous azimuts et de façon aussi universelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de confronter les points de vue sur la vision de la ruine. Qu'est-ce que ça représente? Je dirais que dans nos sociétés, la ruine est intégrée et acceptée comme telle, et pas nécessairement ailleurs. C'est lié, je pense, à ce substrat judéo-chrétien, et chrétien en particulier, où le corps humain, même décomposé, même réduit à l'état de squelette, va renaître dans la croyance et dans la foi chrétienne. Et je pense que, par extension, en quelque sorte, on considère qu'une ruine mérite le regard, mérite d'être conservé, même si à certaines époques et même si dans certaines circonstances, on en a fait table rase ou on ne s'en est pas occupé. Alors, c'est superposé à cette vision, je vais dire matérialiste, de l'intérêt de la ruine et de la réception de la ruine, toute une vision poétique et rhétorique et littéraire de la ruine qui s'est surtout développée à partir du XVIIIe siècle. Et peut-être peut-on mettre ça en liaison avec les premières fouilles archéologiques qui ont eu lieu notamment en Italie, à Pompéi et Herculanum, dans les années 1730-1740, où se sont révélées des ruines qu'on a conservées ou qu'on a souhaité conserver comme telles. Et alors, le grand problème, c'est que le destin d'une ruine, c'est de se ruiner encore et encore et encore. Une ruine est tout sauf stable. Et on arrive très très vite à la ruine. Il suffit de regarder des maisons abandonnées et de constater qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans, eh bien, ça tombe en ruine littéralement. Et c'est un processus qui est infini. Il n'y a pas de stabilisation naturelle de la ruine.
jusqu'au moment où elle est recouverte par elle-même ou par des sédiments qui y sont arrivés. La ruine a un caractère non pérenne et donc, quand on s'occupe de patrimoine et qu'on essaye de conserver ce patrimoine et qu'on a un patrimoine en ruine, eh bien, la question se pose de savoir comment on fait pour le maintenir. Alors, conserver, comment conserver? Et quand on restaure, pourquoi restaurer? Avec des questions sous-jacentes. Quelle authenticité? Alors en Occident, je ne vais pas parler de l'authenticité, mais c'est aussi une vaste question. Simplement dire qu'en Occident, nous avons une vision matérielle de l'authenticité. Donc il faut qu'on ait la vraie pierre, la vraie brique, le vrai mortier, le vrai enduit tel qu'on l'a installé, construit, taillé au XIIe, au XIIIe, au XIVe ou au XVe siècle. L'intégrité, ben, il est évident que conserver un monument dont il reste 3 bouts de mur d'un côté, ce n'est pas la même chose que conserver un monument qui a encore des murs en élévation. Et donc, ça pose des problèmes de maintenance, ça pose des problèmes quand la dimension même de la ruine est importante ou pas. Ça pose des problèmes de maintenance, de conservation, de restauration, selon la situation géographique de cette ruine. Et je vous disais, il y a des milliers de châteaux et de forteresses partout, donc j'ai pris un certain nombre d'exemples, de façon non exhaustive bien sûr, de façon subjective et de façon aussi opportuniste. J'ai essayé de parler de ce que j'avais vu ou de ce que je connaissais un petit peu. Quelle méthodologie? Là, c'est aussi une question fondamentale quand on s'attaque à un château en ruine. Comment l'aborder pour le conserver ou le restaurer? Je reviens toujours à notre vieil ami ennemi, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, qui a fait une œuvre absolument extraordinaire de restaurateur et de conservateur en s'adaptant aux exigences des commanditaires, que ce soit l'empereur Napoléon III ou que ce soit le ministère de la Guerre quand il travaillait à Carcassonne ou Napoléon III quand il travaillait à Pierrefonds. Mais Viollet-le-Duc a travaillé comme un archéologue. Il a d'abord fait des relevés, il a d'abord observé les traces, et puis il a restitué. Et à un moment donné, on juge évidemment ces restaurations qui datent de plus d'un siècle maintenant. Alors, il y a des contre-exemples à cette méthode et des contre-exemples récents. J'ai vu il y a 13 ans maintenant en Roumanie, à Deva, c'est la ville natale de la gymnaste Nadia Comaneci, donc il y a des statues de Nadia Comaneci un peu partout. Il y a un château, comme dans beaucoup d'endroits, qui est planté sur un piton rocheux qui domine la ville. Et en 2011, on a eu une visite, donc j'étais en voyage d'études avec l'ICOFOR, le conseil scientifique du patrimoine fortifié et militaire de l'ICOMOS. L'ICOMOS qui est le secrétariat de l'UNESCO pour le patrimoine mondial. L'ICOMOS, c'est donc une organisation non gouvernementale, une ONG internationale qui a son siège à Paris. La première chose qu'ils ont faite, c'est construire un funiculaire pour rejoindre le château depuis le bas de la ville pour les touristes. Quand nous y sommes allés en 2011, ils étaient en train de reconstruire le château. Ils prévoyaient ensuite de faire des relevés architecturaux des ruines et puis, éventuellement, in fine, de faire des fouilles archéologiques. C'est exactement l'inverse de ce que Viollet-le-Duc faisait. Mais c'est un exemple contemporain. Alors, je m'amuse toujours avec Gogol, Terre. Voilà le château aujourd'hui. Si on le compare, ça c'est une photo satellite de 2012. Mais vous voyez qu'il y a des toitures qui sont apparues dans le château et vous voyez que le funiculaire est construit. Et effectivement, ils reconstruisent de façon un peu bizarroïde, en cimentant évidemment les têtes de mur et les murs, et puis ils installent des structures en bois pour protéger les murs de l'humidité. La question qui se pose évidemment, outre la question de la méthode, c'est qu'est-ce qu'on va voir finalement à Deva, quel type de château? Est-ce qu'on voit un château interprété, reconstruit, fantasmé ou pas? Avec des choses aussi étonnantes. La tour en 2011 est la même tour
C'est une photo que j'ai été prendre sur Internet il y a 2 ans, 3 ans, je pense. Oui. Ben, cette tour a été complètement enduite et le reste est laissé brut. Là aussi, c'est un parti qui a été pris de restituer ce qui était probablement la version originelle, mais en remettant un enduit contemporain. On n'a pas conservé d'éléments traces de l'enduit ancien, et puis on n'a pas complété surtout. Alors, dans les différentes optiques anciennes de travail dans les ruines, il y a des reconstructions totales, hein, notamment Pierrefonds par Viollet-le-Duc, qui est plus une création qu'une reconstruction telle que c'était, simplement parce que Viollet-le-Duc a dû s'adapter à la commande de Napoléon III, qui a voulu faire de Pierrefonds sa seconde résidence, mais où toute la cour impériale pouvait l'accompagner. Et donc, le grand corps de logis que vous voyez en bas à droite, c'est un corps de logis avec une grande salle de bal, une immense cheminée, d'inspiration médiévale et d'inspiration médiévale gothique, mais qui sont du pur produit de l'imagination de Viollet-le-Duc, qui s'intègre parfaitement dans l'ensemble, où par ailleurs il y a des tas d'éléments qui sont mis en œuvre pour une défense dans les années 1860 de la forteresse contre une émeute éventuelle. C'est-à-dire qu'il y a des créneaux de pied pour lancer des grenades, le pont-levis est en acier, il y a des batteries de canons et de mitrailleuses au pied du château. Voilà, c'est l'adaptation pour des fonctions nouvelles. Et Viollet-le-Duc n'a jamais caché qu'il n'avait pas restitué Pierrefonds tel qu'il était, mais tel que Napoléon III lui avait demandé de le faire, avec notamment dans le grand donjon des WC à chasse d'eau, un chauffage central, toutes des choses évidemment adaptées au confort moderne. On continue aujourd'hui à travailler de la même manière, à reconstruire complètement des châteaux parce qu'il y a un enjeu idéologique derrière. Même chez nos amis et voisins luxembourgeois, au château de Vianden, c'est le château national. C'est le berceau de la famille de Vianden, dont descendent très lointainement l'actuelle famille grand-ducale. Et donc Vianden, qui était un tas de ruines, merveilleusement dessiné aussi par Victor Hugo, eh bien Vianden est en cours de reconstruction. Vous avez ici une maquette qui vous montre le château tel qu'il était il y a une quarantaine d'années. Je l'ai vu à peu près comme ça. Et tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il était, mais aujourd'hui on en est quand même très proche. Voilà le dessin de Victor Hugo. Voilà une photo d'il y a 2-3 ans, 4 ans du château actuel. Donc vous voyez que tout a été reconstruit. C'est la même chose en Roumanie au château Corvin à Hunedoara. C'est un château qui a connu pas mal de vicissitudes au cours des siècles. C'est un château qui a brûlé plusieurs fois, notamment au XIXe siècle, mais aujourd'hui, tout est reconstruit. Tout est reconstruit comme on s'imagine que ça pouvait être à l'époque, puisqu'évidemment, on manque de documents. Et ce qui est intéressant pour Hunedoara, c'est de regarder les anciennes vues dont on dispose des estampes du début du XIXe siècle, consécutives directement à l'incendie de 1854, avec un projet de restauration postérieur à cet incendie de 1854, qui évoque évidemment ce que Viollet-le-Duc pouvait faire ou imaginer. Et puis en fait, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On restaure comme on l'a imaginé en 1853, en 1854, sans oublier la salle de torture. Ça, c'est inévitable. Dans tout château fort qui se respecte, il y a une salle de torture. Et on a le même schéma de reconstruction complète à Gand, chez nous, après 1880. C'est une initiative de l'État belge. Et j'ai chaque fois mis 2 images avant, après. Donc avant, vous avez sur la gauche le gros donjon des comtes de Flandre et tel qu'il est aujourd'hui. Donc on peut imaginer, non pas imaginer, mais se rendre compte qu'il y a beaucoup d'imaginaire dans la restitution de ce donjon. Et quand vous voyez en bas l'annexe au donjon à la tour maîtresse,
telle qu'elle était conservée, ben, vous avez à gauche ce qu'on en a fait, hein, avec énormément de créativité, mais qui ne repose sur aucune base observable à l'époque et encore moins évidemment maintenant. Alors, le problème qui se pose dans ces reconstructions complètes, c'est qu'il faut avoir un œil extrêmement averti pour voir la différence entre le vieux et le nouveau, entre le vrai authentique et le faux vieux. On est évidemment dans ces questions presque de tromperie du spectateur, ou quand il arrive à Vianden, à Unedoara, voir à Pierrefonds, mais là la littérature explique quand même les choses, oui mais bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, donc on est dans une espèce d'imaginaire médiéval. Alors j'ai pris des forteresses aussi pour vous montrer que le phénomène existe, notamment dans le Nouveau Monde. Aux États-Unis, le fort Ticonderoga, qui a énormément d'importance, c'était pour les Français le fort Carillon. Dans les guerres entre la France et l'Angleterre, mais aussi dans la guerre d'indépendance américaine, bien, la carte postale vous montre l'état du fort ruiné. Après 1909, grâce à des financements privés, il a été complètement reconstitué, reconstruit. Maintenant, pour un fort du XVIIIe siècle, on a suffisamment de documentation pour pouvoir le reconstruire tel qu'il était. On a des plans, des coupes, des élévations, des descriptions, des cahiers des charges, parfois même des états de paiement. Donc tout ça est parfaitement bien documenté, à la différence évidemment de la période médiévale où on n'a plus beaucoup d'archives. Alors le point d'achoppement, évidemment, c'est Viollet-le-Duc. Et Viollet-le-Duc, et c'est un morceau d'un article de son dictionnaire raisonné d'architecture que l'on cite toujours, au mot restauration, le mot et la chose sont modernes. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Et on s'arrête là. Et en fait, dans la rubrique restauration du dictionnaire de Viollet-le-Duc, il y a 6 pages après où il dit exactement le contraire et il démontre que c'est pas ça qu'il faut faire. Et qu'il faut être prudent, et qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, qu'il faut documenter à fond avant de construire quoi que ce soit, et qu'il vaut mieux s'abstenir, et que, etc., etc., etc. Mais on s'arrête. Viollet-le-Duc, c'est ça. Et Viollet-le-Duc n'est pas mort. Restreint comme tel, restaurer, c'est refaire un bâtiment tel qu'il a pu ne jamais exister. Eh bien, on en a des exemples, notamment à Chinon, au logis royal de Chinon, restauré par un architecte des monuments historiques en France. Vous avez la photo en haut avant et après. Alors c'est très bien, il a remis les toitures, ok, impeccable, pas de problème. Il a restauré le logis, mais à Chinon, pour les Français, c'est quelque chose d'important. C'est là que Jeanne d'Arc a rencontré le roi de France et l'a reconnu alors qu'il se cachait. Et où cela s'est-il passé? Dans la grande salle, dans la grande aula, qui elle est restée à l'état de ruine. Hein, donc le monument, l'élément important du château, on le laisse en ruine alors qu'on reconstruit le reste. Et dans la reconstruction, on trouve un escalier qui va dans le mur, on trouve une porte suspendue sans escalier, et on trouve des gargouilles qui ne sont absolument pas documentées, sauf si on regarde les dessins de Viollet-le-Duc, ou si on va voir à Disneyland comment sont les gargouilles du château de la Belle au Bois dormant. Hein, donc, restaurer comme ça n'a jamais été, ben, on a un bel exemple ici, récent, hein, ça a été fait il y a une quinzaine d'années. Et on a la même chose au château des Ducs de Bretagne à Nantes, qui est l'œuvre d'un autre architecte en chef des monuments historiques, où on a restitué notamment le châtelet d'entrée tel qu'il n'a jamais existé. Parce qu'il y a des choses qui ne sont absolument pas contemporaines. Le petit fronton courbe et les éléments de sculpture monumentale ou les pignons à crossettes. Tout ça n'a jamais fonctionné en même temps. Mais voilà, c'est un principe qui dit, ben voilà, on refait, c'est joli, c'est beau, hein, mais quelqu'un qui arrive maintenant à Nantes, qui n'y connaît rien, il se dit, oh ouais, c'est le château des Ducs de Bretagne tel qu'il était au XVe siècle. Mais non, non. Personnellement, ça me dérange très fort, parce que le public est induit en erreur. Il ne sait pas ce qui est authentique de ce qui est imaginé, recréé, synthétisé.
Et même si on le dit dans des brochures ou dans des publications qui sont en vente, encore faut-il qu'ils fassent la démarche d'acheter, de lire et de comprendre. Dans d'autres régions très proches de l'Europe, comme à Bodrum, l'ancienne Halicarnasse, le château des Chevaliers de Rhodes, qui avait été pilonné par la marine française pendant la Première Guerre mondiale, a été quasi totalement reconstruit dans les années 60. Reconstruit comme on le faisait à l'époque, donc par le gouvernement turc, sans nécessairement faire des relevés préalables. Et aujourd'hui encore, enfin, c'était il y a 6 ans, il y avait un grand projet qui était en cours de réaménager un musée naval, un musée d'archéologie navale et d'archéologie subaquatique dans le château, piloté par l'État turc central, avec l'opposition des élites locales et régionales et des politiques, des élus locaux et régionaux. Et quand nous y sommes allés avec quelques experts d'ICOFOR, quelques membres d'ICOFOR, on a pu voir le château interdit de photographier à l'intérieur. Streng verboten, on était encadré par des policiers et il n'était pas question de sortir son smart brawl ou bien son téléphone pour faire des photos. Et la restauration du château de Bodrum, qui voulait être à l'identique de ce que c'était, en fait oblitérait des tas de choses. Il y a en dessous du château les restes du palais d'Halicarnasse. Hein, mais tout ça était complètement noyé et anéanti en disant « Oh, mais on fait comme on doit faire, comme Viollet-le-Duc l'a dit, etc. » Et puis, après Viollet-le-Duc, un siècle plus tard à peu près, est venue la Charte de Venise qui dit explicitement la restauration et la reconstruction s'arrêtent où commence l'hypothèse. Et quand on est dans l'hypothèse et qu'on veut reconstruire et restituer, on doit utiliser des matériaux de son temps, de son époque, et des manières de faire et des styles de son temps et de son époque. Tout ça est évidemment interprétable et interprété, et depuis quelque temps, on réfléchit d'ailleurs à réviser la Charte de Venise, qui a quand même une bonne 60aine d'années maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a reconstruit l'un ou l'autre château complètement en s'inspirant de la Charte de Venise de manière remarquable. Ainsi, à Manderen, c'est en France, c'est à la frontière du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Allemagne, c'est aussi un château qu'on appelle le château Malbrook, a été complètement reconstruit. Vous avez la carte postale qui vous montre son état jusque dans les années 1990-2000. Et puis une vue de loin qui montre l'état actuel. Donc la silhouette de château, en fait c'est un château du XVe siècle, la silhouette n'a pas beaucoup changé, sauf qu'il est maintenant couvert de toiture. Et quand on s'approche, moi je trouve ça génial, parce que les matériaux sont les matériaux traditionnels, la pierre, l'ardoise, etc. Et plus vous vous approchez, plus vous constatez la différence entre l'ancien et le nouveau. Hein, dans le moellonnage notamment du corps de logis que vous avez, dès qu'on arrive dans la reconstitution, on change d'appareillage de pierre. Quand on crée des baies nouvelles, on fait simplement un encadrement en béton armé. Et tout cela vaut pour toutes les parties du château. Quand on a besoin d'un escalier intérieur, on fait un escalier en béton avec une rampe en acier, parce qu'on n'a rien qui montre ce qui permettait de grimper dans les étages. Et pour l'éclairer, on se contente de faire des petites fentes dans une maçonnerie qui tranche par son aspect avec l'ancien. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la restauration a été suivie pas à pas par des examens archéologiques qui ont permis, comme ça permet toujours, mais qui ont permis de changer le chantier en cours de route, et le chantier s'est appuyé sur les découvertes pour s'adapter aux découvertes et changer de philosophie. Alors on reconstruit aussi
à l'identique, beaucoup plus loin de chez nous, en Corée. Ainsi, la ville de Hwasong, qui est la dernière capitale des rois de Corée, détruite pendant l'occupation japonaise, je parle de l'enceinte fortifiée, la porte à moitié démolie que vous voyez là n'est pas cette enceinte-là, mais c'est pour vous montrer l'état des lieux en Corée. Donc l'occupation japonaise a détruit des tas de choses, mais il y a eu aussi la guerre de Corée qui a complètement ravagé le pays. Et bien les Coréens, ils ont tout reconstruit, tout, absolument tout, à l'identique, mais ils se basent évidemment sur l'observation archéologique, sur des photos anciennes, mais aussi, et là c'est exceptionnel, mais ils ont des documents imprimés, extrêmement détaillés, avec le format des briques, le type d'outils utilisés, la composition chimique du ciment, etc. Tout ça remontant à la fin du XVIIIe siècle, époque où on avait construit cette énorme et stupéfiante enceinte de briques et de pierres. Donc restitution complète, mais en suivant évidemment les principes de la Charte de Venise, puisqu'il n'y a aucune hypothèse. L'hypothèse, elle s'arrête quand ils sont au-dessus du toit. Elle commence quand ils sont au-dessus du toit. Mais sinon, pour le reste, tout est parfaitement bien documenté. Alors, en utilisant la philosophie de la Charte de Venise, on a des insertions contemporaines, parfois extrêmement discutées et discutables, comme au donjon de Falaise, où un architecte en chef des monuments historiques, pour restituer un avant-corps à cette grosse tour maîtresse édifiée par Guillaume le Conquérant, complétée dans la suite par une seconde tour circulaire quand Philippe Auguste, le roi de France, a pris la Normandie, eh bien, l'architecte des monuments historiques a construit une structure en béton devant la porte pour donner accès, pour restituer une volumétrie qu'on supposait, mais comme on n'avait aucune documentation précise, ben lui, il a utilisé un langage contemporain. Sauf que c'est tellement lourd que ça oblitère complètement les structures anciennes. Et c'est quasiment pas réversible. Et en ce qui concerne l'intérieur, ben, il l'a traité de façon la plus respectueuse possible, entre guillemets, mais peut-être de façon trop moderniste. Quand vous voyez la grande salle de l'étage de cette grande tour maîtresse rectangulaire, ben, on a plus l'impression d'être dans le patio d'un hôtel 5 étoiles que dans une tour d'origine médiévale, même si clairement la différence est marquée entre l'ancien et le nouveau, hein. Mais c'est tellement présent, cette inclusion contemporaine, que ça finit par oblitérer le caractère ancien. Il y a des interventions contemporaines qui sont plus anciennes que la Charte de Venise et qui respectent avant la lettre ce principe. C'est par exemple celle de Carlos Scarpa, entre 1958 et qui a duré longtemps, hein, qui s'est terminée en 74, au château Scaliger à Vérone. Mais c'est absolument remarquable d'intégration. Maintenant, Carlos Scarpa, c'est pas n'importe qui comme architecte. Il est évident que de la part d'un bonhomme pareil, ça ne pouvait pas être anodin. Si on compare des inclusions contemporaines dans du patrimoine ancien, si vous prenez les interventions de Bastin, architecte belge, dans des bâtiments anciens, c'est souvent remarquable jusqu'au second œuvre, c'est-à-dire jusqu'aux poignées de porte ou aux petites tables ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, des inclusions contemporaines, en voilà encore une plus proche pour la maison seigneuriale de Jambes, qui a été faite il y a une vingtaine d'années également. Et on en voit d'autres qui, moi, m'ont posé question. Ici en Hongrie, à Esztergom, c'est un château qui domine le Danube. Alors, il y a des restaurations contemporaines, mais où on change complètement de matériaux et où on a un jeu très patchwork de matériaux avec de la brique, du béton lissé, des blocs de béton de parpaing. Ça oblitère encore une fois la vision qu'on a du véritable monument, et aussi avec des inclusions comme en bas sur cette tour-porte d'un langage qui est emprunté à l'architecture contemporaine, au postmodernisme avec ses fenêtres en escalier,
Ça n'a rien à voir avec l'architecture originelle et ça peut parfois nuire à la compréhension de ce que c'est, de ce que c'était. Alors à Tonbridge en Angleterre, on a là un châtelet d'entrée assez monumental qui était habitable et qui a été habité. C'est un château qui part d'une tour sur motte et qui était complété au XIIIe siècle. J'ai vu ce châtelet il y a 25 ans. Il venait d'être restauré. Quand vous êtes devant, mais c'est la photo que j'ai faite en haut, on n'a pas l'impression que le châtelet est restauré. Et pourtant, il est complètement aménagé de façon muséographique. Et comparé, si vous avez encore l'image en mémoire avec la tour de Falaise, hein, ici, quand on est dans la grande salle, on est dans une salle médiévale. On devine bien qu'on est dans une salle médiévale. On a une toiture contemporaine, mais qui respecte, me semble-t-il, un peu mieux les lieux, mais qui respecte aussi parfaitement, c'est presque à la lettre, les principes de la Charte de Venise. Si on va en Turquie, dans un château seldjoukide des 10e, 11e siècles, là, on a une autre manière de faire aussi. Donc, les murs sont restaurés avec du mortier de ciment. Et puis, les gens du ministère des Antiquités turcs ont décidé d'installer pour protéger les structures, la base des murs en ruine qu'ils n'ont pas reconstruite, ils ont inclus des espèces de patios en bois qui restituent vaguement la volumétrie ancienne, mais sans la restituer complètement, et qui sont portés par des poteaux de bois fixés sur des cubes de béton qui sont eux-mêmes inscrits dans le substrat archéologique. Il y a eu des fouilles avant, hein. Mais bon, c'est une méthode. Et en discutant avec eux, ils disent « Ah oui, mais nous, la Charte de Venise, on l'a intégrée, regardez, voilà comment on l'interprète. » Hein, donc, quand je vous dis c'est interprétable, eh bien, c'est effectivement interprété. J'aime beaucoup, on n'est plus dans le Moyen-Âge, mais la manière dont les Luxembourgeois ont reconstruit ce qu'ils appellent le fort des Trois Glands ou le fort Tungen. Vous avez sur la photo du haut, il faut regarder en bas à droite, et vous n'avez plus que les deux tourelles du fort. Et sur la photo en bas à droite de l'écran, vous avez le fort reconstruit volumétriquement tel qu'il était avant son démantèlement de 1867, donc tel qu'il était au début du 19e siècle avec des bases du 18e. Mais c'est superbement bien fait parce que quand vous êtes à l'intérieur, vous avez des voûtes restituées, mais dès qu'on arrive au-dessus des murs conservés, on a une voûte en béton qui est bien marquée. C'est un musée actuellement. Et dans ce parapet de terre qui se trouve à la partie supérieure, en fait, c'est creux. C'est un volume complètement creux, en partie métallique, en partie en structure bétonnée, qui permet lui-même d'accueillir des salles. Donc, ils ont restitué le volume extérieur. Tout ça est parfaitement bien documenté. Il y a même des photos antérieures à la démolition de 1867. Il y a les plans, les coupes, les élévations, les cahiers des charges, etc., etc. Donc là, on peut se permettre de restituer un volume en marquant évidemment bien la différence entre ce qui est reconstruit et ce qui est ancien. Et à l'extérieur, ils ont restitué des parements de pierre, évidemment, mais chaque fois en marquant par un énorme joint de 3 cm d'épaisseur la limite entre la reconstruction et ce qui est vraiment authentique de chez authentique. Alors nous avons vu ici à la commission l'un ou l'autre cas qui a posé question et qui pose encore question d'ailleurs. Le château de Boussu. Donc oui, il m'arrive d'avoir un discours politiquement incorrect, hein, je vous préviens d'avance, mais voilà, ça pose quand même problème. Le château de Boussu, c'est un château dont il ne restait que le châtelet d'entrée de la Renaissance, œuvre de Jacques Dubruck, grand sculpteur, grand architecte, début les années 1539-1540, donc une belle période de la Renaissance, le règne de Charles Quint. Manque de bol, les Allemands ont fait sauter le Châtelet en 1944 dans leur retrait de la Belgique devant la poussée des armées alliées. Donc vous avez
une carte postale qui montre le Châtelet déjà énormément transformé au XIXe siècle pour servir de château à la famille de Nénonchel. Et vous avez une photo des ruines, donc c'est des rogatons, vraiment des chicots, hein, il ne restait plus que ça. Alors le rêve, mais c'est de reconstruire tel que c'était, pas l'ensemble du château qui faisait 1 hectare, hein, mais le Châtelet tel qu'on le voit sur cette image 3D qui est très belle. Alors ça fait fantasmer évidemment à Charles Quint, etc. Bon, très bien. Et puis finalement, on arrive à ça, avec un mix entre une intervention contemporaine tout à fait justifiée, qui est simplement un volume à gauche du portail d'entrée qui reprend les teintes de ce que c'était à l'origine, sans plus, et puis des idées de restituer quand même, donc toutes les pierres sont éparpillées dans le parc, on les a soigneusement répertoriées, mais on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Donc pour le moment, on discute du dernier étage. Comment va-t-on faire? Alors idéalement, ah oui, mais il faut remettre les pierres telles qu'on pense qu'elles étaient. Oui, mais on ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais on peut quand même restituer une frise de pierre. Oui, ok, sauf qu'originellement, le premier étage au XVIe siècle était complètement ouvert, qu'au XIXe, on l'a bouché en partie pour servir de chambre de bonne, et qu'aujourd'hui, il doit servir muséographiquement, donc il y a un ascenseur à l'arrière, et on a besoin d'une certaine hauteur pour disposer de l'espace convenablement. Donc on va changer complètement la volumétrie des choses, et là, la question se pose véritablement. Comment faut-il intervenir? Alors, quand on dit, oui, mais il faut quand même être sobre, oui, mais c'est Charles Quint, c'est Jacques Dubreuil, oui, mais non, et d'abord ils sont morts tous les deux, et puis le château est mort aussi, quoi. Donc, jusqu'à quel point faut-il intervenir? Hein, c'est là la question que ça pose. Et la réponse, ah oui, mais on suit la charte de Venise. Bah oui, mais comment la suit-on? Encore une fois, c'est un peu extensible. Alors, un matériau qui intervient souvent, c'est le béton. Hein, est-ce qu'il faut intervenir avec du béton armé pour conforter des ruines ou pas? Dans les années 30, on l'a fait en Syrie, au Crac des Chevaliers, château absolument mythique lui aussi. Ben, c'est des choses qui sont pas très belles, évidemment, mais ça tient. On peut les enlever. Quand vous enlevez du béton un peu armé, ben vous enlevez ce qu'il y a en dessous aussi. Et puis pour le remplacer par quoi? Par des pierres? Oui, mais quelles pierres? Et comment? Et quoi? Et qu'est-ce? Donc c'est une solution qui a pu être employée à un moment donné, qu'on peut accepter, qu'on ne ferait plus aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'on l'a fait dans les années 1930, il y a presque un siècle, qu'on doit continuer à le faire aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait plus comme ça aujourd'hui qu'on doit complètement démonter ce qu'on a fait il y a 100 ans, parce que si on démonte, on n'a plus d'autres moyens de préserver les ruines. L'emploi du béton, je reviens en Hongrie, j'ai vu en Europe centrale et un peu en Europe orientale des choses assez bizarroïdes en termes de restauration ou de confortation. Ici, on a utilisé du béton armé, donc c'est toujours un château qui borde le Danube, à Visegrad, mais de façon assez surprenante quand même, parce que on a carrément inclus dans les maçonneries de pierre des armatures en béton armé. Alors ça tient, hein, c'est solide. Et ce qui va probablement se casser la figure, c'est la maçonnerie de pierre qui est entre les structures de béton. Hein, voilà, c'est une manière d'utiliser et de respecter, entre guillemets, la charte de Venise. Et alors, béton ou bien pierre naturelle, au château de Précilly, dans le Jura, on a restitué une archère canonnière après des relevés archéologiques et une étude tout à fait sérieuse, mais là, on a décidé de retailler des pierres et de les reposer et de les remettre en place, puisqu'on avait suffisamment de documentation pour restituer, si pas ce qui était exactement là, donc au millimètre ou au centimètre, ce n'est pas la dimension des pierres, mais au moins on voit comment fonctionne une archère canonnière dans le Châtelet d'entrée, dans ce qu'on appelle le boulevard de ce château. Alors la question se pose aussi du maintien des ruines. Est-ce qu'on les maintient telles quelles ou bien est-ce qu'on sélectionne? En Turquie, en Syrie, pardon, on n'a pas hésité. Là, on a sélectionné tout ce qui était dès l'époque ottomane, on bac. Donc, dans le théâtre de Bosra, qui a été aménagé en forteresse par les Mamelouks au XIIIe siècle,
les Ottomans ont, au milieu de la KVA, au milieu des gradins, mais ils ont construit une grande caserne pour les janissaires et des grandes salles voûtées, mais tout ça a complètement disparu. Alors, je vous dirais qu'en tant qu'archéologue de l'Antiquité, au départ, quand j'ai vu le théâtre romain de Bosra, pour moi, c'est le plus beau du monde romain antique, hein. C'est le mieux conservé qui puisse exister autour de la Méditerranée. Même plus beau que celui d'Orange, plus complet, hein, plus intact. Mais effectivement, il n'y a plus la trace ottomane qui a complètement disparu. Politiquement, ça peut se comprendre, hein. La Syrie sous mandat français voulait éliminer les traces de l'ancien occupant turc. Et on a fait la même chose exactement au Krach des Chevaliers, où on a éliminé de la cour la grande caserne ottomane pour retrouver l'authenticité du Krach des Chevaliers, hein, ce fameux château remontant aux principautés franques des croisades, même si à presque 50%, les structures actuelles du Krach des Chevaliers ne sont pas l'œuvre des Francs, mais des Arabes, des Mamelouks et des Turcs du Moyen Âge. Donc on est dans le paradoxe. Alors, parfois de façon beaucoup plus radicale, en Syrie, au château de Shaïzar, ça s'est fait après l'indépendance syrienne, après le départ donc des Français, on a complètement démoli le village qui se trouvait au centre du château parce qu'il fallait absolument montrer que c'était un château médiéval. Il y a une chose qui n'a pas été démolie, c'est la mosquée. Parce que la mosquée fait partie des terres sacrées, comme les cimetières, qu'on ne peut pas éradiquer du tout dans les pays musulmans. Résultat des courses, le château de Shaïzar en ruine est encore plus en ruine qu'il ne l'était que quand il y avait des habitants. Et à contrario, le Kalat al-Moudik, donc qui est juste à côté de la ville ancienne d'Apamé, eh bien, le village a été maintenu. Et je me souviens, en 2005, le directeur du service des antiquités avait dit « Oui, mais là, on va faire partir les villageois parce qu'il faut quand même dégager un peu l'enceinte, les murs médiévaux, etc. » Et je lui avais dit « Mais vous êtes sûr que vous n'allez pas nuire au village ?» Bon, depuis, il y a eu la guerre, il y a eu les chars, il y a eu des démolitions, il y a la moitié des villageois qui sont partis, mais au moins, ça permettait d'entretenir les ruines. Et je peux vous dire que dans certaines tours, il y en a qui étaient effectivement occupées par des moutons, c'était une bergerie, ça puait terriblement, mais il y en a d'autres où on aurait mangé par terre parce que c'était le salon de réception des villageois qui avaient aménagé et protégé la tour. Et il y a des propositions encore de reconstruction qui ont fleuri dans les dernières années, notamment une proposition allemande qui a été refusée, hein, de reconstruire à l'identique le gros donjon, la plus grosse tour maîtresse de France, le donjon de Coucy, qui était le double en proportion du donjon du Louvre, qui a disparu depuis longtemps. Donc c'est une tour qui faisait 60 mètres sur 15. Et aujourd'hui, il reste un tas, un énorme tas. Ça a été refusé. Ça a été refusé pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est pas assez documenté, et puis deuxièmement parce que le donjon de Coucy n'aurait peut-être pas survécu jusque nous après 1917, tellement il était fissuré, en mauvais état et complètement cerclé de structures d'acier. Vous avez d'ailleurs sur la photo de droite en bas un bardage métallique qui a été soufflé par l'explosion. Alors, une manière d'aménager des ruines ou de les conserver sont les nouvelles affectations. Un exemple rapide, c'est un hôtel dans le château d'Extremos au Portugal. Ben là, c'est tout à fait sauvegardé tel que c'était. Et un autre exemple d'hôtel dans un fort en ruine, mais le fort a été laissé en ruine, ça c'est extraordinaire. C'est un fort qui a été mis en brèche en 1810. Donc aujourd'hui, vous voyez comment on mettait une fortification en brèche au début du 19e siècle. C'est un hôtel de luxe qui respecte parfaitement la structure d'origine, et on a l'impression que, à la limite, on pourrait retirer tout ce qui a été apporté pour retrouver le fort tel qu'il était. C'est une manière de le faire survivre. Bon, je passe rapidement sur les cas des citadelles d'Amiens et de Nîmes, qui tombaient en ruine aussi et qui sont maintenant sauvées grâce à l'implantation d'universités. À Amiens, c'est d'ailleurs une très très belle réalisation architecturale.
Alors la question se pose, je n'en dirai qu'un petit mot de l'accessibilité au PMR, mais on peut avoir des solutions intéressantes, comme ici à Alter do Chão au Portugal, un ascenseur à piston qui est posé dans la cour. Donc si on invente un jour la téléportation, on pourra retirer l'ascenseur, il n'y aura aucune trace. Hein, ou bien un escalier métallique qui est posé contre un mur. Mais d'abord, il n'y a pas de tricherie. On voit bien que c'est un escalier contemporain. Et puis l'escalier, bon, on peut le retirer, boucher les 2-3 trous de fixation et ça passe parfaitement bien. Il y a des choses parfois plus lourdes, comme ici à Campo Maior, où pour permettre au PMR d'accéder à une salle aménagée archéologiquement, mais il y a une énorme rampe qui occupe l'équivalent d'un quart de la surface du bâtiment. Ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, voilà, ce sont des solutions qui existent. Et pour mettre aussi à disposition la perception des ruines, il faut parfois aller voir dans le design scandinave, et notamment ici à la tour de Callot au Danemark, c'est le reste d'un plus grand complexe castral, mais c'est une tour, et en fait on a construit à l'intérieur un escalier ultra contemporain, c'est une sorte de sculpture. Hein, donc là, il y a vraiment une plus-value. On peut discuter des goûts et des couleurs, c'est pas ça, hein, mais ici il y a une plus-value, il y a une recherche, il y a un souci de s'intégrer, un souci de venir poser un objet qui en lui-même pourrait être vu comme une création esthétique et artistique. Alors, qu'est-ce qu'il en est chez nous? Je vais faire un rapide tour d'horizon de châteaux en ruine. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses qui posent problème, étant entendu que la majorité des châteaux en ruine continuent à se ruiner. Et il y a parmi vous des gestionnaires, des occupants de châteaux en ruine, et ils savent évidemment à quoi s'en tenir pour les maintenir, pour éviter que ça ne se casse la figure, tout en essayant au maximum de respecter l'authenticité matérielle et aussi de pouvoir utiliser et exploiter ces ruines. Bon, voilà une liste non exhaustive. Il faut quand même remarquer qu'un certain nombre de ces châteaux sont exemplatifs véritablement de l'architecture castrale médiévale dans notre région, sont parfois uniques par leur histoire, par leur forme, et donc il faut être extrêmement prudent dans les interventions, et je dirais qu'il n'y a pas de panacée. Ce n'est pas parce qu'on intervient de telle manière sur un site qu'il faut faire exactement la même chose ailleurs. En fait, en s'inspirant de la Charte de Venise et en l'interprétant de façon la plus modeste possible, en gardant en tête aussi bien de la part des auteurs de projets, des architectes restaurateurs, que des historiens et des archéologues, énormément d'humilité. Comme archéologue, personnellement, je rêve de voir le château des comtes de Namur tel qu'il était au XIIIe siècle ou au XIVe siècle. J'en rêve. Ça me plairait bien. Mais c'est pas pour ça que je vais commencer à dire, bon, ben, on peut démolir le pont du XIXe siècle, enlever la route de 1904, enlever les terrassements, reconstruire les murs. Non, non. Nous recevons un patrimoine tel qu'il est. Et le patrimoine architectural, monumental, c'est ce qu'on reçoit et qu'on doit transmettre. Et à nos descendants et à nos successeurs, d'en faire le même usage que le nôtre. Donc, si on a envie de faire des choses, mais il faut que nos descendants, nos successeurs puissent faire les mêmes choses en ayant le même patrimoine. Et si on intervient dessus un peu, je ne vais pas dire n'importe comment, mais en le transformant beaucoup trop, ben, on prive nos descendants éventuellement d'avoir de meilleures idées, parce que nous n'avons pas toujours les très bonnes idées, pour maintenir ce patrimoine. Donc, un petit tour d'horizon. Il y a des choses qui sont terribles dans leur état de conservation et on se demande ce qu'on va en faire. Et il y a des choses qui ne posent absolument aucun problème dans la maintenance ou dans l'idée de l'usage. Parce que finalement, il ne faut jamais oublier non plus, je ne pense pas que je l'ai dit, on ne restaure pas si on n'a pas de programme, si on n'a pas de projet d'usage. Si on dit non, on va restaurer pour restaurer, non, c'est pas possible ça. Simplement parce qu'un bien
immobilier, il faut l'entretenir. Et si on n'en a pas d'usage, ben on ne l'entretient pas. Regardez le château de Çaykur en Turquie, ben il est ouvert aux touristes, mais bon, c'est pas dans les. De toute façon, maintenant, on fait plus de tourisme en Syrie, pardon, Çaykur en Syrie, on fait plus de tourisme en Syrie, donc il y a plus grand monde qui y va. Bon, Hôtel-Bas est englué dans une exploitation agricole qui n'est quand même pas exceptionnelle dans ces bâtiments, donc la question se pose comment conserver. Le château de Barbançon, il ne reste que le châtelet d'entrée du XIIIe siècle, qui est vraiment une très belle pièce, très mutilée par la transformation en appartement. Le site lui-même a été fortement endommagé par un morcellement des propriétés. Voilà, il reste une image du Châtelet. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ferait encore une grande baie vitrée comme celle qu'on voit, avec un petit garde-corps en fer forgé. D'accord pour habiter, mais il faut imaginer de vivre là-dedans autrement. Hein, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre comme au Moyen-Âge, bien entendu, mais voilà, c'est la question, encore une fois, se pose. C'est un ouvrage remarquable, hein, j'en connais pas beaucoup comme ça, comme tel, dans notre région. Bon, il y a des ruines qui restent ruines, hein, comme le château de Beaufort, propriété toujours actuelle de la famille de Beaufort qui réside en Tchéquie. Ben voilà, c'est une ruine. Donc, tant que le donjon reste debout, tout va bien. La question ne s'est pas encore posée de restaurer ou de conforter. C'est miraculeux. C'est une sorte d'aiguille qui domine la route de la Meuse qui va vers Liège. Donc on le voit, hein, à quelques saisons qu'on soit. Le château de Bouillon n'est pas mal non plus. Grand complexe castral, lié évidemment à la personnalité de Godefroy de Bouillon. Et il ne reste absolument rien de l'époque de Godefroy de Bouillon, contrairement à ce qu'on raconte sur place et à ce que tout le monde croit. En fait, la quasi-totalité du château qu'on voit aujourd'hui, les maçonneries, hein, c'est du 16e, 1550 jusqu'à 1820-1830. Il n'y a pratiquement rien de médiéval. Des traces, hein, oui, il y a l'assiette, effectivement. Là, le problème qui se pose, c'est que les maçonneries sont toutes faites du même matériau et que la régie des bâtiments, qui est propriétaire du château, fait des travaux en remaçonnant. Et donc, on ne voit absolument plus la différence de maçonnerie entre ce qui est de Vauban, ce qui est antérieur, ce qui est postérieur, ce qui est de l'époque hollandaise. Donc là, effectivement, il y a un problème de maintenance actuelle avec de très beaux éléments de la Renaissance qui subsistent à droite et à gauche. La tour de Crèvecoeur à Bouvines, c'est assez amusant. Elle a été restaurée assez joliment il y a quelques années en suivant les principes absolument établis par la Charte de Venise. On restaure quand c'est possible. On aménage des choses en langage contemporain, c'est très bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les images anciennes, on a des estampes, hein, qui montrent comment ça pouvait se présenter. Heureusement, on n'a pas restitué les chauguettes que vous voyez. Mais au XIXe siècle, tous les parements quasiment avaient disparu. Et on avait même construit des plateformes en béton au début du XXe siècle pour que les pierres tombent, mais pas sur les habitants de Bouvines, mais sur les plateformes. Et puis tout ça a été complètement reparmenté, donc avec des belles pierres de taille. Certaines ont probablement été récupérées, mais d'autres ont été retaillées sans qu'on ne voie la différence et sans que ne se marquent les différentes phases d'évolution de ce monument qui a connu un premier noyau à la fin du XIVe siècle, des aménagements vers 1430, des modifications en 1490, puis d'autres encore en 1540. C'est quasiment mission impossible aujourd'hui de déterminer ce qui est venu s'imbriquer d'un côté ou de l'autre. Alors il faut démonter tous les parements et regarder les noyaux de murs. Bon, je passe rapidement Burgkreuland, c'est un autre exemple. Vous voyez que là, la stabilisation est passée par une arase complètement horizontale de tous les éléments. C'est moins poétique, évidemment, que les restes du donjon de Beaufort. Bon, Château-Thierry, c'est complètement enfoui de végétation aujourd'hui parce que c'est dans une réserve naturelle, donc ce n'est pas visitable. Le château de Dourbe,
C'est aussi une ruine qui apparemment ne dégringole pas, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'interventions, me semble-t-il, ces 15 dernières années. Pourtant, voilà, la végétation pousse. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui s'occupent de ce chantier, de ce site. Le château de Fagnol a connu une malheureuse expérience complètement avortée. C'est un super petit château de plaine de la première moitié du XIIIe siècle, construit probablement ex nihilo dans la vallée qui est proche du village même de Fagnol. Vous avez la carte postale qui montre l'état des lieux avant 1977 et une photo aérienne actuelle qui montre qu'on a recreusé les douves au bulldozer. Et on a inclus là des éléments en béton armé dans les années 1980, dans l'optique de reconstruire la volumétrie du château, mais en matériaux contemporains. Donc c'est le côté extrême de la charte de Venise, où dès qu'on reconstruit, on utilise un langage contemporain. Ça ne tient pas. Ça, c'était il y a, oui, en 2017, il y a 7 ans, et voilà aujourd'hui. Enfin non, en 2021. Depuis 2021, on n'a rien fait. Pour le moment, toute cette partie en béton est en train de partir dans le fossé et d'entraîner les restes de la grande tour maîtresse qui subsistait. La Fondation Roi Baudouin ne semble pas vouloir véritablement intervenir et il y a des pierres, comme vous le voyez ici, qui tiennent par sympathie. Donc je pense que lors d'une grande tempête prochainement, on va avoir de nouveau des effondrements, comme d'ailleurs de la petite arcade pour laquelle nous avons accordé l'autorisation de dépose et de remontage à l'identique, ben, rien n'a été fait. Donc là, c'est vraiment la question majeure en ce qui concerne certaines ruines. Si on n'intervient pas, tout dégringole. Bon, Franchimont, que Patrick Hofsumer connaît très bien, mais c'est un autre exemple où il faut intervenir régulièrement pour entretenir, pour protéger les têtes de mur, pour protéger des structures qui sont uniques en Wallonie et uniques en Belgique, puisque ce château a été puissamment fortifié au début du XVIe siècle et présente des éléments tout à fait remarquables. Le château d'Avray est lui aussi très intéressant. C'est un château de plaine juste à côté de Mons, probablement du XIVe siècle, qui suit le modèle du château de Vincennes par ses tours carrées. La grosse tour octogonale a été restaurée il y a quelques années. C'est un château qui a été complètement mis en ruine dans les années 30 par les travaux de charbonnage qui étaient en dessous. Et donc, il a perdu tout son apparat aujourd'hui avec des tours qui menacent ruine. Mais comment intervenir là-dedans? Il faut presque tout déconstruire et tout reconstruire. Il faut cercler. Ça coûte énormément d'argent et l'ASBL qui s'occupe de ce château n'a pas les moyens finalement d'intervenir autrement. Le château d'Herbemont a été stabilisé il y a maintenant plusieurs décennies et le parti qui a été pris a été de laisser les structures quasiment telles qu'elles étaient, en incluant des circulations verticales et des protections des visiteurs. Le château est ouvert vraiment comme on veut, on s'y promène comme on veut, dans un langage contemporain et le dessus des murs a été végétalisé, mais sur un lit de mortier de chaux, mais avec une part de ciment permettant une relative étanchéité des têtes de mur. Ça fonctionne assez bien, sauf que pour avoir vu le château il y a 2-3 ans, avec les étés qu'on connaît, il n'y a plus rien du tout sur la couche de ciment. Hein, c'est complètement pelé. Ça demande de l'entretien. Château de la Roche, miraculeusement, je pense qu'on n'en a pas encore entendu beaucoup parler, les ruines tiennent le coup. Le château de Logne, mais là aussi, il y a eu une intervention contemporaine où on a, pour faciliter l'accès des visiteurs, on a restitué le volume d'une tour qui abritait le puits. Alors c'est un ouvrage remarquable parce qu'au fond du puits, on a trouvé une partie du mécanisme qui permettait d'y grimper. Fallait-il maintenant construire cet élément contemporain qui ne pose absolument
aucun problème de lecture, de compréhension, de visibilité, qui occulte peut-être un peu l'imaginaire des ruines, hein, la poétique des ruines telle qu'on pourrait le voir maintenant. Bon, c'était nécessaire si on voulait apporter un plus à la visite. Tout ça est évidemment discutable et parfois discuté. Voilà, vous avez une vue assez générale de cet élément qui est venu vraiment se poser autour du puits. Donc, à la limite, on peut le retirer, ça ne pose aucun problème, hein. Ce sont des structures métalliques et en bois qui peuvent tout à fait être remplacées par autre chose ou bien être enlevées à un moment donné. Bon, le château de Marbais, je n'en parlerai pas autrement que pour dire qu'aujourd'hui, ce sont des gîtes. Et ça a été réaménagé comme gîte. Alors j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil pour voir comment ils ont traité l'intérieur du donjon. C'est un bel ensemble dans le Brabant du XIIIe siècle. Château de Mohat aussi pose des problèmes. Alors là, ce qui pose problème, ce ne sont pas les maçonneries anciennes, mais ce sont les restaurations des années 30, 40, 50 qu'il faut maintenant réparer parce qu'elles avaient été réalisées avec du mortier de ciment. Alors, le mortier de ciment a tenu le coup, mais les pierres ont claqué. Donc, maintenant, il faut retrouver des pierres, enlever le mortier de ciment, etc. Donc, on est là plus dans de la maintenance qu'autre chose. Château de Mons a été terriblement transformé et n'a plus de château que le souvenir, malheureusement. Heureusement, on n'a pas trop reconstruit directement. Et une solution qui a été utilisée aussi quelque temps, c'est le bétonnage, la projection de béton sous pression. Ça a été fait à Montaigle pour stabiliser les ruines. Ça a été fait également à Poil-Vache. Donc vous voyez dans la tour, on a projeté avec une lance du béton liquide, du béton de ciment, qui a fossilisé les choses. Ça a été fait il y a une quarantaine d'années. À la limite, il faudrait recommencer l'opération maintenant. Parce que ce n'est pas pérenne non plus comme solution, et parce que parfois c'est le reste des maçonneries qui dégringole. Le château de Montquintin a connu un état de ruine, je vais dire relativement récent. Je me souviens, adolescent, avoir encore connu un corps de bâtiment debout, sous toiture. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Mais comment faut-il intervenir? Est-ce qu'on reconstruit à l'identique de ce qui est parfaitement bien documenté, ou bien est-ce qu'on construit autre chose sur le côté? La question peut être posée, me semble-t-il. Un cas n'est pas l'autre. Hein. Ce qu'on accepte d'un côté ne doit pas être accepté de l'autre. Ce qu'on refuse d'un côté ne doit pas être refusé de l'autre. Et ici, le renforcement de la façade du corps de logis avec des linteaux de béton teinté était la seule solution possible pour éviter que tout le mur ne s'écroule. Et ça tient depuis quelques dizaines d'années et ça tiendra encore un petit temps, évidemment. Alors, c'est toujours en partie réversible parce qu'on peut démonter le béton et mettre autre chose. Dans d'autres sites, je pense avoir vu des éléments en acier. Bon. Question de la ruine, voilà le château de Néchin qui est en ruine depuis des décennies, et on ne sait par où commencer, mais à un moment donné, tout ça va s'effondrer comme une motte de beurre. Même si on arrive au noyau de maçonnerie, à un moment donné, le noyau de maçonnerie va se déliter. On a utilisé le béton projeté aussi à Poil-Vache. Alors là, avec l'inconvénient d'avoir complètement oblitéré la lecture des maçonneries et empêché toute archéologie du bâti qui n'avait pas eu lieu précédemment. Bon, ça a été fait dans les années 80, à une époque où, à part Luc Génico, personne ne faisait d'archéologie du bâti. Et alors, il y a des choses aussi qui rappellent très fort ce qu'on a vu en Hongrie, en Roumanie. C'est le château de Reinhardstein, qui est une initiative privée dans les années 70, donc ça remonte. Mais là, en fait, c'est sur base de documents comme la belle image que vous voyez à gauche, que le propriétaire a reconstruit un château dans un imaginaire médiéval tel qu'il était à l'époque des années 60 et 70, donc des murs froids, sinistres, château vieux, château inconfortable. Bon, c'est une vision du château médiéval. Bon, quelques images de Sèvres où le maintien de la tour maîtresse
pose aussi problème aujourd'hui. Le château de Vaux-les-Tournai, on parle de le maintenir depuis quelques décennies, mais là aussi, ça demande un budget considérable et encore une fois, pourquoi faire? Pour le faire visiter, parce que maintenant, ces ruines tombent tellement en ruine qu'on ne peut plus les faire visiter. Les pompiers interdisent avec le niveau de sécurité qui est exigé maintenant. On a des interventions que je trouve très malheureuses, comme à Voilin-Saint-Paul, voilà l'avant et voilà l'aujourd'hui. C'est hyper sec. C'est hyper sec, mais c'est propre, c'est net. C'est un grand architecte moderniste qui a fait ça, qui est un très bon constructeur. Il y a de très beaux bâtiments qui sont de sa main à Louvain-la-Neuve. Mais ici, en restauration de bâtiments, je suis désolé, mais il est passé à côté des choses. On a oblitéré complètement toute une série d'éléments, et notamment les restes d'enduit qui subsistaient sur le donjon, et aussi des choses un peu étonnantes, comme remonter des morceaux de mur et puis laisser la tête de mur ouverte et les ruines au-dessus. C'est un peu incohérent. Mais on peut rêver, effectivement, comme dans Game of Thrones, d'avoir des châteaux fantastiques, miraculeux. On peut aussi avoir des solutions intermédiaires, comme à l'abbaye de Whitby en Angleterre, où c'est une projection lumineuse qui permet de restituer les volumes tels que c'était. Donc on a la ruine qu'on maintient, qu'on conforte, et puis on a la restauration virtuelle en quelque sorte, mais qui peut largement suffire. Donc les approches actuelles, en conclusion, sont très différentes. Il faut redéfinir des méthodologies d'intervention. Les doctrines sont sujettes à interprétation. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que, dans certains cas, on reconstruise complètement, comme on le fait en Corée, pour autant qu'on ait suffisamment de documents. Il y a des choses très belles, il y a des choses très moches. Il faut être très prudent, il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut être franc dans l'intervention, ne pas tromper les gens, autant que possible que ça puisse être réversible, et on ne fait pas d'expérimentation avec le patrimoine. On n'essaye pas des trucs. Et plutôt que reconstruire en induisant le doute, pour moi, il faut utiliser les techniques nouvelles, le numérique, la 3D, les réalités augmentées, ne pas mêler le vrai et le faux, ne pas mêler l'histoire et la fantaisie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Philippe, pour cet exposé extrêmement intéressant, mais qui illustre parfaitement aussi souvent les débats et les questions et les problèmes que nous rencontrons dans cette salle au sein de la Commission royale. Je vais peut-être laisser la parole à la salle pour un court moment de questions-réponses, si du moins il y en a. Professeur Rochenard. Et merci tout d'abord, Philippe, pour cette magistrale conférence. Je dois dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout ce sens de la nuance qui est vraiment essentiel dans ce genre de circonstances. Déjà, la restauration des monuments anciens est compliquée, elle est difficile, quand bien même on pond des textes tels que la charte de Venise, mais je pense que le cas des ruines est encore plus compliqué que le patrimoine bâti. Alors moi, j'ai 3 ou 4 questions, observations. Tu as parlé d'énormément de sites, hein, tu ne pouvais évidemment pas parler de tout. Moi, il y a une comparaison qui me plaît beaucoup, enfin que j'ai vécu lors de visites, dont tu n'as pas parlé, c'est le Haut-Königsbourg, que je trouve très intéressant du point de vue de l'historiographie, parce que c'est une intervention qui est contemporaine au Viollet-le-Duc, mais dans 2 pays différents, puisque le Haut-Königsbourg était à ce moment-là sous le territoire allemand, c'est quand après la guerre de 1870, et comme Viollet-le-Duc, voire plus que Viollet-le-Duc, l'architecte dont j'ai oublié le nom et qui travaillait pour Guillaume II, en fait, oui, voilà, a eu une attitude d'archéologue avant la lettre qui m'a beaucoup impressionné lorsqu'on est allé le visiter avec les étudiants du master en patrimoine. Et quelque part, je trouve que c'est une reconstruction totale, donc sur des ruines qui étaient vraiment des ruines en très mauvais état. Et finalement, je trouve que la lecture entre ce qui a été reconstruit et ce qui est tout antique n'est pas si difficile que ça, alors qu'on est au XIXe siècle. Et alors, dans le climat politique du moment, c'est intéressant parce que c'est Guillaume II
a imposé cette reconstitution dans l'idée d'asseoir la légitimité, disons, allemande sur le territoire, alors que du côté de Napoléon III, c'est dans une autre optique que Viollet-le-Duc a dû travailler, mais les deux sont contemporains, ils ont quelque part tous les deux fait de l'archéologie du bâtiment, la lettre, mais les résultats sont différents. Voilà, ça c'était juste une remarque, mais qui m'amène à rebondir sur sur la notion d'authenticité que tu as évoquée. Donc, tu as beaucoup cité la notion d'authenticité matérielle, disant qu'il fallait conserver les matériaux anciens. Et moi, j'aime bien souvent parler de quelque chose qu'on ne cite pas souvent, que j'appellerais l'authenticité formelle, que quelque part tu as abordé avec le très bel exemple du château Malbrouck, qui, pour moi, est, je dirais, le meilleur exemple. S'il fallait suivre une ligne de conduite aujourd'hui, bah, je choisirais celle-là, sauf qu'il y a des toitures, si ma mémoire est bonne. Donc, ça ne solutionne pas le problème des ruines. Oui, voilà. Mais c'est vraiment un bel exemple d'authenticité formelle, comme ce qui a été fait à Luxembourgville sur les fortifications, etc. Tu as, vers la fin, évoqué Walhain-Saint-Paul. Je ne l'ai pas visité, je ne connais pas, je t'ai trouvé un peu sévère, parce que oui, parce que c'est quand même pas facile hein, de traiter ce genre de ruines. Et alors, je voulais, suite à mon expérience personnelle, savoir si tu avais des informations nouvelles à propos du gunitage, donc ce que tu as appelé la projection de mortier. Donc, je l'ai pratiqué, hein, on l'a connu, on ne le fait plus. Hein. En tout cas, pour le moment, on ne le fait plus parce que on a des problèmes de réaction à cause du mortier de ciment qui ferme trop le joint. Enfin, c'est un problème de ciment, c'est pas un problème de gunitage, c'est un problème d'utilisation de ciment. Ceci dit, on ne l'aurait pas fait. Je parlais de Franchimont, qu'il y a des parties des ruines qui seraient par terre. Hein. Donc, c'est un petit peu comme le cas du crack des Chevaliers. C'est bien de critiquer, mais en attendant, bon. Et donc, ma question est, parce que j'en ai entendu parler, il semblerait, m'a-t-on dit, qu'il était possible maintenant de procéder à du gunitage avec de la chaux. Et je voulais savoir si tu avais eu des échos de cela, si tu avais vu des exemples, parce que je crains fort que dans un cas comme Franchimont et peut-être de ruines du type de Walhain-Saint-Paul, qu'il n'y ait pas d'autre solution, quand on n'aurait pas de toiture, dans certaines circonstances, notamment des arrachements de murs, de procéder au gunitage. Franchement, je crains fort qu'on doive y revenir. Mais si on peut utiliser la chaux. C'est possible. Dans le cas de Fagnoles, le projet qui avait été discuté il y a 3 ans était de remonter des parements à certains endroits, mais avec un langage comme à Manderen, hein, complètement différent, mais des parements de pierre. Je ne connais pas, je suis pas technicien du tout, hein, donc je ne connais pas cette possibilité. Oui, ça c'est tout à fait possible. Mais alors on vient à la notion d'authenticité formelle. Non, moi je parle dans le sens, bon, il y a des ruines qui resteront nécessairement des ruines, hein, pour des questions simplement budgétaires. Hein, oui, c'est le clair. cas du château de Malbrouck, c'est très bien, mais il faut avoir les moyens de le faire. Donc il y a des ruines, quand on intervient, c'est juste pour les stabiliser, mais remonter apparemment, pour moi, c'est pas du gunitage. Donc oui, tout à fait. Je parle de cette espèce de colle pour un peu figer les choses temporairement, hein, parce que ça dure 20-30 ans et puis il faut y revenir. Hein. Mais en attendant, pour moi, j'appelle ça les pansements. Ce sont des opérations d'extrême urgence, mais je pense qu'il y a peut-être une piste quand même à creuser du côté du gunitage à la chaux, à mon avis. Mais... Oui, effectivement, ça peut être intéressant. Pour le gunitage, je sais qu'il existe des recherches en faisant un mélange de ciment et de chaux. Donc, on appauvrit le ciment avec de la chaux. On fait des mortiers bâtards. Et alors, j'aurais voulu connaître le nom de l'architecte qui a fait le château de Walhain-Saint-Paul, qui a des mauvais points. Son nom m'échappe. Mais non, sincèrement, je suis désolé. J'ai pas voulu. Je n'ai cité aucun nom nulle part. C'est un des architectes qui a construit les halles de Louvain-la-Neuve dans les années 70, mais son nom m'échappe. C'est pas Laurent Overslip, excusez-moi, qui a travaillé sur ce château-là, je ne sais plus. Comme archéologue, oui. C'est ça, oui. Oui. Il n'y avait pas une équipe de bénévoles qui un peu comme à Franchimont? Parce que je me demande si c'est pas lié à ça aussi, non? Non. C'est vraiment un travail d'entreprise. Oui, et je pense qu'il y a eu peut-être pas nécessairement de suivi à un moment donné des choses. Hein. C'est pas facile non plus quand on s'occupe de patrimoine
même avec un mandat de la commission, de suivre systématiquement les chantiers en cours. C'est du bénévolat. Et on connaît aussi les limites de l'administration du patrimoine en matière de personnel, etc., etc. Donc voilà. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et puis parfois il y a des personnalités avec qui il faut lutter. Il y a des questions parmi les personnes en ligne, je pense. Effectivement, Monsieur Thibault Bourlan nous dit ceci. Bonjour et merci pour cette conférence très complète et intéressante. Vous l'avez peu évoqué dans votre exposé, et je me demandais si, selon vous, le développement des plantes nuit nécessairement à la qualité patrimoniale d'une ruine et quels enjeux de conservation celles-ci peuvent induire. Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Je ne suis pas non plus botaniste, ni spécialiste des arbres. La végétation, immanquablement, en matière esthétique, est quelque chose qui apporte un plus dans notre vision, encore une fois, occidentale de la ruine. Maintenant, ça dépend quelle végétation. Si vous avez du lierre qui pousse, ben c'est bien, ça maintient la ruine, sauf que ça finit par tout cacher, tout camoufler. Et si vous coupez le lierre, il y a tout qui vient avec. Hein? Peut-être parler un peu d'expérience à ce propos-là. À Franchimont, le lierre, il faut absolument l'éradiquer. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Le lierre rentre dans les murs, il fait éclater la maçonnerie. Je sais que ça fait partie de la vision romantique des ruines. Il y a même un texte de Walter Scott à propos de Franchimont au XIXe siècle qui évoque un magnifique lierre qu'on a dû enlever, et ça a créé un drame. Oui. Mais non, là franchement, il n'y a pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de végétation. Il faut effectivement travailler avec des biologistes, avec des botanistes. Il y a d'autres végétations spontanées qui sont beaucoup moins agressives. Je pense à tout ce qui est giroflée, etc. Oui, c'est ça. Il y a même des biotopes différents d'autres endroits du territoire dans les ruines parce qu'elles réverbèrent la chaleur de manière telle qu'on a de la faune et de la flore extrêmement intéressantes qui est quasiment d'origine méditerranéenne. Et ça, en soi, ça mérite une protection aussi dans le cas des ruines. C'est très intéressant, mais il faut faire la part des choses entre ce qui est agressif et ce qui ne l'est pas. Et on est parfois très surpris, même après un travail de restauration, de voir la végétation, notamment les giroflées, qui reprennent dès l'année suivante leur droit, et c'est assez intéressant. Par ailleurs, il y a la question que tu as évoquée rapidement des couvre-murs, des couvertures végétales. Effectivement, les sécheresses récentes n'arrangent rien, donc c'est une très bonne solution parce que c'est une couverture qui permet d'éviter les chocs thermiques et donc les problèmes de chaud ou froid qui interviennent au niveau du couvre-mur qui est fait en mortier de chaux ou bâtard sous-jacent. Encore faut-il que l'épaisseur du tapis végétal soit suffisante et ça ne convient qu'à des surfaces relativement horizontales. Donc, ce qui est ruine de grande élévation ne peut pas être traité de cette manière-là et on revient au problème du gunitage. Et le lierre, je suis bien d'accord avec toi. Si on laisse pousser le lierre, c'est la catastrophe. Mais si on enlève du lierre qui est déjà poussé, il faut intervenir directement après. Au château de Vaux-les-Tournai, on a dit surtout n'enlevez pas le lierre si vous n'avez pas les moyens de réparer tout de suite. Ce qu'on a pratiqué, c'est au moins le tuer. Bon, alors c'est pas très écologique, mais au moins l'empêcher de progresser tant qu'on ne peut pas intervenir. Donc ça veut dire à la seringue ou quoi, mettre un produit, mais surtout pas l'enlever parce qu'effectivement tout le reste vient avec. Mais une fois qu'on restaure, il faut l'enlever et remaçonner. C'est ça. Oui. Oui, Monsieur Gillicel avait demandé la parole. Oui, merci aussi à Philippe pour son exposé qui était vraiment remarquable. Je voudrais lui poser une question qui est un peu en parallèle avec le sujet qu'il a développé, en parlant de restauration, de restitution et tous les problèmes connexes à ces deux questions-là. C'est le cas du chantier école du château de Guédelon, dans l'Yonne, que certains d'entre vous connaissent sans doute, où là, on ne restaure pas, on ne restitue pas, mais on a reconstruit ex nihilo, enfin, on n'a pas fini de reconstruire, ça dure depuis presque 30 ans, 25 ans en tout cas, et sur base d'éléments
scientifiques tout à fait fondés, liés à la castallologie, et aux techniques de construction médiévale, etc. Et j'aurais voulu savoir ce que tu pensais de cette expérience-là. C'est fabuleux. C'est fabuleux en termes pédagogiques, en termes de savoir des pratiques anciennes, parce qu'ils travaillent à l'ancienne. Les seules concessions au temps contemporain, ce sont les bottines de sécurité et dans certains cas le casque, mais ils se sont arrangés pour ne pas le porter. Donc ils sont vêtus comme étaient, bon, à part évidemment les sous-vêtements quand même, hein, mais ils travaillent, tout est fait à la main. Les pierres sont extraites sur place, ils fabriquent la chose sur place, et alors ils font de l'expérimentation. Ils font de l'expérimentation sur les peintures. Les dernières expérimentations qu'ils faisaient, c'était sur les éléments de décoration de tissu ou de parchemin qu'on mettait dans les fenêtres, puisqu'il n'y avait pas de verre à vitre ou tellement peu. Et en fait, ils ont fait des choses et puis ils disent non, il faut qu'on change parce que ou ça moisit, ou bien la lumière bouffe tout, ou bien ça ne tient pas, ou après un hiver, c'est foutu. Donc c'est extraordinaire et c'est très très précieux. C'est très précieux. Et ils font durer un peu le chantier maintenant, parce que c'est autofinancé, ils ont plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année, et donc ils ont développé un tourisme qui les autofinance, et ce qui veut dire que les ouvriers, ils travaillent, et puis en même temps, ils s'interrompent pour expliquer ce qu'ils font, etc. Donc ça prend un certain temps, mais c'est remarquable pour la manière dont on construit, pour aussi la vitesse de construction, l'imaginaire aussi. Ils avaient commencé à faire des tailles fines sur chaque pierre de taille de la base talutée du château. Et puis ils se sont rendus compte que ça prenait une journée par bloc de pierre. Et ils se sont dit non, c'est pas possible, il n'y a que le roi qui pouvait faire ça. Et effectivement, on le voit au château du Louvre de Philippe Auguste, c'est comme ça, mais dans les autres châteaux, non, ils dégrossissent, mais ils ne s'amusent pas à tailler parce que. Et tout ça sont des choses évidemment qu'on apprend par la pratique. Est-ce que ce qui se passe là-bas est de nature à modifier la pratique de la restauration des châteaux médiévaux tels qu'on le pratique habituellement? Ça pourrait l'être, oui. Ça pourrait l'être, avec toutes les limites, évidemment, hein. J'ai discuté avec mon ami Nicolas Frochère, qui était prof à Aix-Marseille et qui s'occupait de patrimoine aussi, qui s'occupe toujours de patrimoine en France, à propos de la reconstruction de la toiture de Notre-Dame à Paris. Alors c'est refait à l'identique, mais c'est pas à l'identique, parce que les poutres, ils ne les ont pas taillées à la main, à la doloire. Ça a été usiné, puis ils ont fini un peu à la doloire, mais simplement parce que le coût du personnel est tellement élevé que c'est pas possible. Donc ça montre les limites aussi. À Guédelon, ils font tout à la main parce que c'est aussi un projet social de fournir du travail dans la région là-bas, qui est le Morvan, c'est pas une région extrêmement riche, hein, donc c'est de fournir du travail à pas mal de gens, intégrer aussi des gens en rupture de travail. Mais ça peut être effectivement extrêmement précieux pour savoir, ne fût-ce qu'en termes de durabilité. Tiens, si on regarde dans les archives, quand on a des archives, on se rend compte que, par exemple, tout ce qui est boiserie, toiture, charpente, tout ça, ou bien ça durait, ou bien les couvertures de toiture étaient refaites régulièrement. Tout ce qui est boiserie de porte, c'était refait régulièrement, mais on a oublié ça. Donc on s'imagine que quand on a quelque chose, maintenant, c'est fait pour durer éternellement. Je pense que même en regardant, en prenant le temps de regarder sur des photographies qui existent depuis 1850 de nos sites fortifiés, on se rendra compte qu'en fait, ça se déglingue. Puis là, on a remis des maçonneries. Tiens, on a remonté un bout de mur. Et voilà, ce qui a changé très fort depuis le 19e siècle, je pense, c'est qu'on est passé de techniques vraiment artisanales, ce qu'ils ont conservé en Corée, hein, par exemple,
Ils ont les mêmes techniques de fabrication des tuiles, même si c'est fait de façon plus industrielle, ou même en Syrie ou en Turquie. C'est voilà, c'est des fours à briques comme on en trouve depuis des centaines d'années. Ici, on est passé vraiment à une industrialisation beaucoup plus importante et donc avec des changements plus importants dans les formes, dans les matériaux. Merci, Geneviève. Oui, évidemment, félicitations, Philippe. Je te remercie et en même temps, je te félicite puisque c'est extrêmement documenté et en même temps assorti d'une intelligence qui est chaque fois particulière au cas que tu étudies. On fait une énorme documentation très, très bien comprise. Et alors, tu parles quelquefois de Turquie, de Syrie du Nord. Je ne sais pas si tu es allé voir en Iran, parce qu'il y a beaucoup de ces restaurations-là. Pas encore. Et gigantesques. Ils n'ont pas fait le détail. Hein. C'est sous la responsabilité des ayatollahs, donc on ne discute pas. Mais enfin, il y a vraiment des restaurations très intéressantes, et gigantesques, hein, grands châteaux. Et donc, en ce qui concerne la Syrie du Nord, le village de Kalat El Moudik m'a beaucoup intéressé. J'ai fouillé là, juste au pied du tel. Et au-dessus, j'allais m'enhardir dans ces petites ruelles, parce que c'était plein de monde, et c'était extrêmement tourmenté, l'architecture là-haut, et plein de vie, c'était fascinant. Ceci pour dire que lorsque les populations sont encore dedans, qu'ils l'utilisent comme ça ressemble au Moyen-Âge, peut-être une petite ville médiévale qui est encore là-haut, en activité, et les gens sont très sympathiques. Donc il y a cette dimension-là aussi. C'est que si on devait restaurer cette chose-là, il ne faudrait pas, à mon avis, il faudrait laisser tout comme ça. Mais les gens n'y seraient plus, quoi. Ce serait quand même regrettable, ils sont habitués à leur ruine. Et là, bon, je reviens à une question fondamentale, cette fois, que tu as évoquée. Je crois qu'il faut revenir dessus. C'est si l'on distingue ce qui est restauration, par exemple, par un fil rouge dans la maçonnerie dit ça, c'est postérieur, ça c'est antérieur, par exemple. Bon, et qu'on tient tellement compte de ce qui est refait et ce qui n'est pas refait, eh bien, nous tombons dans l'intellectuel. Nous avons quitté le domaine émotionnel ou affectif que ces architectures-là auraient pu avoir, ont dû. Depuis toujours. Je pense à ces restaurations assez radicales en Allemagne, où ils ne sont pas posés de questions superflues. C'était comme ça au Moyen-Âge. Ben, évidemment, ils ont été ratiboisés par les Alliés, mais ils ont reconstruit à l'identique, de manière complètement fausse. Mais lorsque l'on y va, ça ne me dérange pas, puisqu'ils ont reconstitué le volume de ces bâtiments. Ça peut être d'ailleurs du Xe siècle, comme XIIe, XIIIe. Et tu vois, cet aspect émotionnel donné par l'architecture, considéré de l'intérieur, quoi. Je crois que c'est sacré. C'est peut-être plus important que l'intellectualisation que l'on peut faire comme ça entre nous. On dit, tiens, ça se fait, pas fait, etc. Donc s'il fallait enfin, je crois qu'il ne faut pas écarter cette dimension esthétique, non, tout à fait. De ceux qui y travaillent. Je crois aussi que si on ne restaure pas, tu sais, j'étais occupé à Sèvres, à Beaufort aussi, si on ne restaure pas, ben, ça tombe, ça disparaît. Donc il faut quand même trouver une solution. Je pense que la reconstitution, un peu comme Viollet-le-Duc, quoi. Enfin, il en pousse un peu loin, mais ça touche le public davantage que si c'est restauré de manière intellectuelle comme nous. L'aspect émotionnel est quand même fort important là, en architecture. Enfin, tu le sais mieux que moi. Enfin, merci, de toute façon. Merci. Oui, tu as tout à fait raison de souligner cet aspect qui tient à l'immatérialité et au ressenti devant une architecture. Je reviens à ce que je disais, un cas n'est pas l'autre. Donc, dans un cas, on peut estimer que c'est plus intéressant d'avoir une reconstruction. Moi, je suis certainement pas contre une reconstitution et une reconstruction de certaines choses, mais dans d'autres, je dis non, il faut arrêter, qu'on conserve cet élément-là, et puis on le maintient, et on laisse rêver les gens et imaginer ce qu'ils veulent, et on fait une 3D devant pour dire ça aurait pu être ceci à telle époque. Mais tout à fait, hein, l'émotion est importante. Et c'est vrai que ça reste très intellectuel, oui. Bah oui.
certainement que sur la place Saint-Lambert, pour citer un exemple au hasard, avec Claude Strobel, nous avons beaucoup phosphoré. Savoir que faire. Bon, les vestiges, on les a laissés en place. L'idée géniale de Strobel, c'est de couvrir le tout par une grande dalle, comme ça, bon, on sépare ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Et puis, on s'est dit, tiens, l'aspect symbolique de cette cathédrale, hélas détruite, peut-être restituée par ces colonnes que l'on voit, ces fausses colonnes, que l'on voit de l'extérieur. Il n'a pas cherché à créer des colonnes médiévales, ce sont des piliers. Oui, tout à fait. C'est une évocation. Avec une végétation qui croît à l'intérieur. Mais cet aspect symbolique est sacré, à mon avis, est fondamental, spécialement au cœur de la ville, quoi. Hein. On donne la ville de Liège, ça donne son histoire, son origine. On s'est posé les mêmes questions à Stavelot, également, où c'était extrêmement délicat parce que on ne voulait pas remblayer ce que André Matthijs nous conseillait de faire, remblayer tout. On a eu des scrupules, puis on a remonté une partie afin que la tête du mur apparaisse, bien qu'elle ne soit plus authentique, mais le mur est là en dessous quand même, hein, il est complet. Donc c'est, comme tu dis, c'est à chaque fois un problème délicat. Il n'y a pas de formule magique. Et là, ce tableau, c'est aussi le cœur de la cité, au sens historique, au sens géographique. Donc c'est sacré pour les stableautins. Je vous proposerai de conclure nos travaux qui devaient se terminer à 14h, mais monsieur, je vous en prie. Mais non, aussi c'est... En fait, la question que vous posez est très intéressante. Il y a 3 ou 4 ans, il y a eu un mémoire d'une étudiante en architecture de la Cambre, donc de l'ULB, sur le phénomène d'appropriation du patrimoine par le public. Et on voit comment ce phénomène est très divers en région rurale qu'en région urbaine. Donc, si vous amenez dans un bâtiment ancien, disons médiéval, un élément extrêmement contemporain dans un village où toutes les maisons sont anciennes et où les gens ont un mode de vie qui n'est pas du tout le mode de vie de la ville, vous les heurtez. Et il faut quand même savoir, et moi c'est un des grands mérites que je reconnais à Viollet-le-Duc, c'est qu'un monument ne peut vivre que par son appropriation par le public et sa fréquentation surtout. Tout à fait. Donc, si le public est étranger à ce que vous avez voulu faire dans le monument, ben vous avez perdu votre pari, même si vous avez respecté, reconnaissons-le, la charte de Venise, par exemple. Oui. Donc, comme tu le disais, Philippe, c'est tout à fait vrai, un cas n'est pas l'autre, mais il faudrait vraiment juger le caractère judicieux d'une intervention, qu'elle soit contemporaine ou, on va dire, copie d'ancien, sur base du milieu dans lequel se trouve le monument proprement dit, et pas avec des principes qui ont été mis dans une charte. Oui. Tout à fait, voilà. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça rejoint ce que dit Marcel en termes de perception et d'émotion de la part du public. Oui, et c'est vrai que un endroit n'est pas l'autre, effectivement, et tout à fait. Oui. Retiendrons qu'en patrimoine, tout est toujours cas d'espèce, comme nous l'écrivons, un avis sur deux que nous émettons.